Je peux vous poser une question? J'ai 1 million de questions à te poser. À mon tour, j'ai une question. Mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Alors, je pose la question, monsieur le président, je pose la question, messieurs les jurés, je pose la question à tout le monde. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Je sais que tu n'aimes pas les questions, l'Indien. Question à tout, André Berkoff. Ça fatigue pas toujours de poser des questions tout le temps? Et alors qu'en France, on ne parle que de taxes, en Angleterre, le phénomène Milei interroge les Européens, André. Eh oui, et ça, et qu'est-ce que ça joue en ce moment, budget, taxe? Eh bien, vous savez ce qu'on va faire au départ? Écoutez-moi bien, on va aller en Amérique du Sud. Pas mal, c'est beau l'Amérique du Sud. Hein. Eh bien, vous allez regarder une scène. Vous allez regarder une scène que vous avez déjà vue à la télévision et partout. Ça se passe au pays du tango. Hein. Écoutez et regardez. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Et voilà, les ministères s'en vont. Je vais faire mon petit Argentin, je vais faire mon petit Javier Milei. Et imaginez que je suis à l'Assemblée nationale ou au gouvernement, il y a les ministères qui passent. Afuera, afuera, afuera. En français, dehors, dehors, dehors. Et oui, les dépenses de l'État. Hein. Bonjour, Michael Miguer. Bonjour. Bonjour. Écoutez, je suis content de vous avoir. Vous êtes président de l'Institut pour le Progrès. Vous avez présenté la note sur le millésime, un nouveau paradigme politique. On va en parler. Mais je voudrais d'abord, justement, qu'on aille avec vous en Argentine. On se rappelle, il n'y a pas si longtemps, comment on parlait ici, les experts, hein, toujours les mêmes experts autoproclamés, parlaient de Javier Milei, ce rigolo, ce charlatan, ce type qui va manier effectivement la tronçonneuse, qui va danser le tango, ou qui va chanter le rock, etc., etc. Et je voudrais que vous avez fait un tweet. Pourquoi je cite? Vous dites ce que l'exemple de Milei pourrait inspirer, Michael Miguer. Vous avez dit budget avec un déficit zéro, baisse des dépenses, baisse des impôts, le secteur privé moins étouffé repart, forte création de richesses et d'emplois, augmentation du pouvoir d'achat et chute historique de la pauvreté, contentement de la population, victoire électorale. Mais ma parole, mais qu'est-ce que vous racontez? On va pas aller, nous, à baisse des dépenses et baisse des impôts. Enfin, nous sommes en France. De quoi vous parlez, Michael Migueres? Expliquez-nous un peu. Non, effectivement, c'est dans l'opinion un petit peu populaire, ou en tout cas popularisée par un certain nombre de personnes, soit par ignorance politique, soit par malice politicienne, de dire que on ne peut toucher à rien, aucune dépense, parce que ce serait mal pour la population. Or, on a là un exemple récent, on ne parle pas des années 80 avec Reagan ou Thatcher, on a un exemple, on coupe dans les dépenses, c'est-à-dire une économie qui est suradministrée, ça fait repartir l'économie privée, ça recrée de la richesse pour tout le monde, puisque c'est quand même ça le but, hein. Je vous entendais parler sur Zuckman, il y a quand même un grand absent à chaque fois dans les débats, c'est qu'est-ce qui est bien pour la richesse collective. Ouais. Tant qu'il n'y a pas de croissance de richesse collective, les gens continuent de s'appauvrir. Et baisser les dépenses publiques, ça paraît contre-intuitif, mais ça permet d'augmenter la richesse collective. Alors, justement, je voudrais que vous disiez, vous n'êtes pas le seul, mais vous êtes effectivement en minorité dans les médias de parler de baisser la dépense publique. Comment on baisse la dépense publique? C'est-à-dire, ça veut dire quoi concrètement? Baisser quoi dans les dépenses de l'État? Alors, en fait, c'est très amusant puisque à chaque fois, dès que vous avez cette posture qui est en fait la seule responsable et même la seule morale, ouais. Petite parenthèse, mais c'est quand même le nœud du problème, on a un système aujourd'hui où les gens qui travaillent, qui ont, on va dire, moins de 40-45 ans, il y a très peu de chances, si je me laissais aller, je dirais que c'est assez proche de 0% qu'ils aient un jour une retraite, puisque le système fait un tel déclin des recettes et un tel déséquilibre avec la pyramide démographique qu'on connaît que c'est impossible. Mais au lieu de réformer ce qu'on aurait dû faire il y a 10, 20, 30 ans, 40 ans, on a fait ce qu'on appelle pudiquement des régimes spéciaux, pour pas dire des privilèges. Ouais. Et donc, il y a tout un tas de personnes qui n'ont pas cotisé et qui se retrouvent, ou très peu cotisé, qui se retrouvent à toucher beaucoup plus que ce qu'ils ont cotisé. Et la nouvelle génération qui est aujourd'hui, celle qui travaille aujourd'hui dans le secteur privé, non seulement elle est surtaxée, mais en plus elle est surendettée. Ce qui est non seulement à la fois
pas efficace d'un point de vue économique, mais ce qui est totalement irresponsable et même immoral, puisque quel parent a envie d'endetter ses enfants ou ses petits-enfants pour assurer sa consommation. Donc ça, c'est ce qui devrait nous animer tous. Et dans les débats politiques, à chaque fois que j'observe, tout le monde dit tout de suite « Ah, mais attention, vous allez couper où? Vous allez couper dans la santé, vous allez couper dans l'éducation, vous êtes des fous furieux à vouloir baisser les dépenses. » On a 1700 milliards de dépenses d'euros. 1700 milliards, vous voulez dire, par an? 1700 milliards d'euros de dépenses par an. Oui. On a des intérêts de la dette qui sont aux alentours de 50 à 60 milliards. Tout à fait. Les projections. Faut se rappeler qu'il y a des pays, je m'étais amusé à faire un autre tweet, où en fait il y a des centaines de pays qui ont un PIB inférieur rien qu'à nos intérêts de la dette. Et que les budgets pour les infirmiers, les pompiers, l'éducation, etc., c'est pas du tout ce qui coûte le plus. Et encore, puisqu'on intègre, comme vous le savez bien, les dépenses et les pensions de retraite dans ces budgets de ministère. Donc, c'est pas soigner ou éduquer. Et d'ailleurs, si c'est vraiment ce qui obsède les gens qui sont contre les dépenses publiques, qu'ils aillent regarder les systèmes les plus efficaces en termes de santé ou en termes d'éducation, ce ne sont pas les plus lourds en termes de finances et les plus dépensiers. Donc en fait, réduire la dépense publique, c'est simplement faire preuve de bon sens, sauf que on a empilé un peu comme l'Union soviétique les administrations et qu'on a un État qui est devenu les millefeuilles. On a un État qui... Mais juste, Michael Miguer, où il faut, alors aujourd'hui, où il faut couper. Je veux dire, on serait, disons, un Javier Milei français, il avait mis les ministères là avec le afuera et sa tronçonneuse à côté. Aujourd'hui, franchement, est-ce que ce sont les dépenses publiques ou ce sont d'abord à couper les dépenses de fonctionnement de l'État? C'est quoi? Où il faut couper? Concrètement, par exemple, vous seriez au pouvoir là demain, vous seriez à Bercy ou ailleurs, on coupe où? Déjà sur les retraites, on a sur 1000 milliards d'augmentation de la dette depuis 10 ans, près de 500 milliards qui sont allés sur les retraites. Il faut savoir que c'est pas une question générationnelle. On entend souvent dans le débat que ça se cristallise autour des boomers et autres. Il y a des gens qui ont des petites retraites et qui ont cotisé et qui ont travaillé dur toute leur vie. Il y a des gens qui sont des hauts fonctionnaires, qui ont moins travaillé dur, par exemple, mais qui ont eu des régimes spéciaux. C'est vrai. Et les retraites, la retraite se calcule sur les 6 derniers mois et pas sur les 25 années. Voilà. Il faut le dire aussi. Exactement. Ouais. Et on a en France, est-ce que vous savez par exemple le nombre de hauts fonctionnaires qu'on a? Non, dites-moi. On a 100 000 hauts fonctionnaires. C'est un budget colossal. Ouais. Il y en a 70 000 dans la fonction publique d'État et 30 000 dans les collectivités territoriales. Ce sont des gens qui ont des salaires très très forts à vie en totale décorrélation avec c'est quoi le salaire moyen, Michael Miguer, vous savez, à peu près? Non, parce que, alors, faudrait rechercher, je m'étais amusé à faire le calcul global, mais en fait, ça dépend des ministères et autres. Ouais. Et puis surtout, ça coûte très très cher à la retraite. Moi, j'estime qu'à partir du moment où les budgets les caisses sont déséquilibrées, c'est aux caisses de faire des efforts. Il y a des caisses du privé qui gère très bien. Donc là, on n'a pas baissé les dépenses des gens qui ont bien géré et qui touchent, qui ont cotisé. Par contre, il y en a où l'État, il faut faire un moratoire. C'est-à-dire que pourquoi on n'arrive pas à payer les dépenses de tel ministère, des retraites de tel ministère, et ben on regarde et puis on voit ce qui coûte le plus cher et puis il faut couper. D'ailleurs, De Gaulle l'avait fait. Faut pas oublier que De Gaulle avait fait ça quand ils étaient arrivés, d'ailleurs même avec les communistes, juste après la chute du régime de Vichy, puisqu'on disait, on n'est pas engagé. En 45, voilà, c'est ça. On n'est pas engagé par les dépenses qui ont eu lieu là, et donc on reprend tout de A à Z. Et en fait, faut faire ça, c'est-à-dire sur les dépenses de fonctionnement, sur les dépenses de retraite. Il y a un coût de l'immigration aussi, où il y a des chiffres beaucoup qui circulent. Faut regarder de près et avoir un œil très très économique, c'est-à-dire qu'il y a de l'immigration qui regroupe des phénomènes qui sont divers. Il y en a qui peuvent rapporter, il y en a qui sont très coûteux. Donc, il faut regarder ligne par ligne. Et honnêtement, ceux qui pensent que sur 1700 milliards, on n'est pas capable de réduire de moitié, je rappellerai juste, il se trouve que j'ai fait un livre précédemment sur Georges Pompidou. Sur Georges Pompidou, on est à entre 30 et 35% de dépenses publiques. On avait 5% de croissance et on était la première puissance industrielle et technologique de l'Europe. Et sous Georges Pompidou, le budget était en équilibre. C'est la dernière fois depuis 50 ans. Hein. Il avait même remboursé la dette.
Ouais, On avait une petite dette avec les emprunts américains, on avait remboursé une dette. Oui, on dirait qu'on est aux grottes de Lascaux, hein. C'est la préhistoire, hein, presque. Mais alors, justement, comment il a fait, Michael Miguer? Vous avez suivi un peu l'ascension et puis ce qui se passe avec Javier. Est-ce qu'il y a des leçons? Évidemment, l'Argentine n'est pas la France et comparaison n'est pas raison. Mais est-ce qu'il y a des leçons, vous l'avez dit dans vos tweets, mais enfin, à tirer concrètement? Comment il a fait, Javier Milei, et quelles leçons on peut en tirer? Deux choses très simples. Déjà, comparaison n'est pas raison. Il faut savoir qu'il a suivi les principes de l'école autrichienne, qui n'était pas du tout prédestinée au modèle argentin. Et je vais même aller plus loin. La France, qui est beaucoup plus étatisée que l'Argentine aujourd'hui, serait un meilleur laboratoire des remèdes de l'économie autrichienne et de ce qu'a proposé et ce qu'a implémenté Javier Milei que l'économie argentine. Puisqu'en plus, l'économie argentine, c'était très compliqué, puisqu'il n'y a pas de stabilité monétaire, comme vous le savez, il y a des gros problèmes d'inflation, etc. Nous, c'est beaucoup plus simple de réduire les dépenses. Si je dois vous dire une seule chose qui est, je trouve, très frappante et qui d'ailleurs a même surpris l'administration et le gouvernement de Javier Milei, et Javier Milei lui-même, c'est qu'à partir du moment où vous coupez drastiquement des dépenses, il y a toute une économie qui n'est pas productive pour le coup, mais qui vit des dépenses publiques. C'est-à-dire des gens où si vous payez des profs de, je sais pas, d'une activité qui ne va pas avoir des clients dans le secteur privé, ce ne sera pas productif. Vaut mieux mettre l'argent dans le secteur privé et que ça fasse des clients, ça recrée de la valeur, ça recrée de l'emploi, etc. Si je paye des producteurs, je vais être méchant, je vais me faire... si je paye des bons enseignants de psychologie et sociologie, je ne sais pas si c'est ça qui va... Enfin bon. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous retirez 10%, c'est ce qu'il a fait, l'équivalent de 10% du PIB en dépenses publiques, 30% des dépenses publiques, il y a une contraction de l'activité, puisque ces profs de sociologie, pour reprendre votre exemple, ils vont au café, ils consomment, ils s'habillent, etc. À partir du moment où ils n'ont plus ça, c'est toute une activité qui s'arrête. Bien sûr. Sauf que c'était corrélé avec une coupe très forte de l'impôt, donc dans tout ce qui est le secteur privé, et donc ça a permis au secteur privé d'avoir un peu d'oxygène et de pouvoir repartir, de pouvoir réinvestir, de pouvoir embaucher. Et en fait, entre le moment où il y a il arrive, il fait en un mois budget déficit zéro. Il fait 30% de baisse des dépenses publiques, 10% du PIB, et donc il y a une croissance négative, mais que de 1%. Et à partir de 8 mois après, là, il y a de la croissance qui repart et qui repart très fort, puisque il y a quelques mois, la fin du dernier trimestre, on était à plus de 3,5, et cette année, on est entre 5 et 7% de croissance. Et avec la chute du taux de pauvreté de 20 points, ils sont passés de 50 points de pauvreté à 30 points. Et maintenant, c'est énorme quand même. C'est énorme. Et donc ça, c'est le message principal que j'aimerais donner aux gens, à ceux qui sont vos auditeurs. C'est en 8 mois, la thérapie de choc, ça fait ses effets en 8 mois. Et donc, ça fait 30 ans qu'on entend, faut surtout pas faire, on peut rien faire, les corporations, les machins, les Français accepteraient pas. Faut dire la vérité. Si on fait les coupes, d'arrêter tout ce qui... En fait, la tronçonneuse, c'est quoi? C'est pour couper aussi et trancher des chaînes et briser des chaînes qui entravent et qui rendent prisonniers d'appauvrissement, de l'endettement. Et c'est une spirale tellement négative qu'il faut avoir une politique assez radicale. Mais on voit que ça a du positif, mais à la condition de dire la vérité. Alors justement, je vous pose la question, c'est intéressant. Michael Miguer, vous dites comparaison n'est pas raison, et c'est vrai, mais vous dites, en France, vous dites qu'on n'est plus encore, on peut appliquer ça peut-être plus facilement que l'a fait l'Argentine. 30%, baisser 30% des dépenses publiques, 10%, pardon, oui c'est ça, 30% des dépenses publiques et 10% du PIB, c'est faisable en France demain? C'est faisable, bien sûr, si on dit la vérité. Le gros problème d'ailleurs de cette assemblée, c'est qu'on pourrait blâmer tous les partis, mais les partis ils ont des électeurs, et à aucun moment ils leur ont dit qu'il y avait un problème. On a découvert qu'il y avait finalement un gros dérapage seulement quand Michel Barnier a été élu Premier ministre en septembre 2024. Avant, c'était dormez tranquille, bonnes gens. On parlait, le sujet numéro 1 des élections, c'était Gaza. Souvenez-vous, lors des élections européennes qui ont précédé et ce qui a suivi aussi aux élections législatives. Personne n'a dit nous avons un gros problème, l'État ne sait plus se gérer. Alors, il y a des gens qui suivent. Il suffisait d'écouter la Cour des comptes, qui était d'ailleurs présidée par le Pierre Moscovici, qui était un socialiste. Donc, c'est pas que des affreux libéraux, milléistes, fous de Trump ou des clowns, comme on l'a entendu autour de Milei. C'est des gens très sérieux qui regardent. Et il faut mettre tous les chiffres sur la table et il faut dire on est en train non seulement d'appauvrir les gens, on est en train de les surtaxer,
On surtaxe le secteur privé entre 60 et 80, voire 90%, puisqu'il faut payer un secteur public qui est très très fort et des dépenses publiques qui sont très très fortes et qui ne sont pas payées par le secteur public, puisque par définition, c'est que le secteur privé qui peut vraiment payer les impôts et ensuite, du coup, qui donne lieu à de la redistribution. Et donc, une fois qu'on a dit la vérité, lors d'une élection, là, on peut faire des réformes. Le problème, c'est que personne ne veut encaisser la responsabilité de faire des réformes sur lesquelles il n'a pas été élu, sur lesquelles il n'a pas eu à s'exprimer. Donc, tant que les médias ne disent pas vraiment qu'il y a un grand problème, les politiques vont se dire je vais pas aller sur quelque chose de casse-gueule. Et surtout, ils pensent à la prochaine réélection, comment je vais être élu, etc., quoi. C'est ça. Absolument. Et donc, c'est pour ça que je trouve que Milei est un emblème très très puissant, puisque souvenez-vous au début, et vous l'avez un petit peu dit, on disait que c'était un clown qui serait jamais élu. Après on a dit finalement ce clown est élu, il pourra pas le faire. Puis finalement il le fait, mais ça n'a pas de résultat. Après il le fait, il y a des résultats, mais c'est pas durable. Et après ils ont dit c'est durable, mais c'est impopulaire, il va perdre les élections. Puis maintenant il a gagné les élections législatives. Donc là ils sont ça devient quand même dur à justifier de ne pas regarder ce qui se passe. Et donc c'est pour ça que j'appelle un maximum, et c'est pour ça que j'ai fait cette note aussi que j'ai beaucoup envoyé aussi à des responsables politiques qui sont un peu timorés, de leur dire non, ça marche, c'est populaire, et de toute façon, nous n'avons pas d'alternative. Il y a une phrase qui était très forte qu'il avait dit d'ailleurs dans son discours d'investiture. Le président disait en espagnol, disait « No hay plata », il n'y a plus d'argent. Donc c'est pas lui qui voulait couper et retirer des salaires, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Et c'est ça qu'il faut dire en France, il n'y a plus d'argent, on a des gros risques, on est subventionné de partout pour qu'il y ait un taux d'emploi qui apparaisse positif, alors qu'en réalité, si on désubventionne tout, si on arrête d'endetter les nouvelles générations et si on arrête de surtaxer tout le monde, on voit que les chiffres sont quand même très très mauvais. Et c'est pour ça qu'il faut une vraie prise de conscience. Et là, nous avons un exemple de ce qui marche. Et c'est intéressant parce que Milei disait, comme vous dites, there is no plata, et Margaret Thatcher disait there is no alternative. C'est toujours intéressant de rappeler ça. Michael Miguer, merci. C'est vraiment, on reparlera avec vous de cela, mais je crois qu'il est temps vraiment de sonner le tocsin aux oreilles de nos politiques, parce que nos politiques et les autres, et des médias. Merci à vous et à bientôt.